Chers étudiants, bonsoir. Alors, le deuxième cours va porter sur les pleurésies hémorragiques. Alors, déjà, je pense que vous avez fait la pleurésie sérofibrineuse et les pleurésies purulentes. La différence avec une pleurésie hémorragique, si on ne fait pas de ponction, on peut la suspecter si on est devant un traumatisme thoracique. Sinon, c'est lors de la ponction que vous allez retirer un liquide qui va être soit sérohématique ou carrément hémorragique. Alors, quand on dit un épanchement hémorragique ou dans certains livres hémothorax, c'est quoi? C'est la présence de sang dans la cavité pleurale avec un taux d'hématocrite dans le liquide pleural qui est supérieur à 20%. Alors, un liquide, alors je vous ai dit, il peut s'agir d'un liquide franchement hématique ou tout simplement un liquide sérohémorragique. Donc, vous allez avoir un aspect soit rosé, mais c'est surtout un liquide qui ne se coagule pas. Alors, lorsque vous allez faire votre ponction, on verra par la suite la technique de faire une ponction. Donc, si vous allez faire votre ponction et que vous allez retirer du liquide et qui va se coaguler dans votre tubulure ou tout simplement dans votre bocal, là, il s'agit d'une ponction qui est traumatique et non pas d'une pleurésie qui est hémorragique. Donc, le critère important lorsque vous allez dire il s'agit du liquide hémorragique, c'est que ce liquide-là ne se coagule pas. Heureusement, elle est moins fréquente que la pleurésie à liquide clair, mais l'étiologie, elle est d'autant plus souvent cancéreuse si on est devant un âge avancé. C'est-à-dire, si vous allez retrouver, si vous êtes devant un sujet âgé de plus de 65 ans, alors selon les critères de l'OMS d'un sujet âgé, et qui présente une pleurésie hémorragique, là vous allez suspecter beaucoup plus des pathologies cancéreuses que lorsque vous avez un sujet jeune, malgré qu'actuellement on est en train de voir même des néoplasies bronchiques avec des pleurésies hémorragiques d'origine métastatique, mais on est beaucoup plus devant un sujet jeune vers une pathologie bénigne que cancéreuse. Alors, les signes généraux, c'est pas pathognomonique de la pleurésie sérohémorragique. Ils dépendent surtout de l'étiologie. Lorsque le liquide il est franchement hématique, c'est-à-dire franchement hémorragique, là, il pourra exister un syndrome hémorragique plus ou moins franc et qui va se retentir sur l'état général. Quant à la dyspnée, elle dépendra bien sûr de l'abondance de cet épanchement. Deuxièmement, s'il existe une pathologie sous-jacente, donc sa rapidité d'installation et l'intensité vont dépendre du terrain sur lequel va survenir cet épanchement. Et bien sûr, je vous ai dit de l'étiologie. Alors, pour la douleur thoracique, ce n'est pas quelque chose qui est pathognomonique de la pleurésie sérohémorragique. Elle peut être latérothoracique, elle peut irradier dans l'épaule ou non. Elle peut irradier dans le dos. Elle est d'intensité variable. Elle va dépendre de la respiration. Donc, elle va être exacerbée par la respiration. Et la toux est quelquefois augmentée si on fait une petite pression pariétale. Mais il faut savoir que certaines étiologies, on verra par la suite, qui donnent une douleur vive, intense et qui augmente d'intensité. Alors pour la toux, elle est sèche, c'est ce qu'on appelle la toux dite pleurale. Elle se voit au changement de position. L'hyperthermie, c'est pas quelque chose de pratique courante qu'on va retrouver. On la retrouve dans les formes aiguës, le plus souvent en rapport avec une pneumonie sous-jacente. Alors quant à l'examen physique, c'est le même pour tout type de pleurésie, à savoir l'amatité à la percussion, une diminution des murmures vésiculaires, voire abolition si on est devant un épanchement important, une diminution de la transmission des vibrations vocales, voire une abolition si on est devant un épanchement de grande abondance. Alors, sur le plan radiologique, dans les cas simples, c'est comme un épanchement pleural, qui soit une pleurésie sérofibrineuse ou bien une pleurésie purulente. Sauf pour la pleurésie purulente, on peut avoir un niveau, une limite supérieure qui peut être irrégulière. Et là, ça fait évoquer soit une pleurésie purulente, soit une infection là, ce que vous voyez sur cette image radiologique.
c'est dans les cas simples, vous allez retrouver cul de sac qui est une effacé. opacité. Donc, il faut savoir qu'un cul de sac effacé, on peut avoir jusqu'à 100 à 200 cc parce que la forme elle est du plurale, poumon, elle n'est pas c'est une pulmonaire. forme en Elle 3D. efface Donc, les contours et les éléments de voisinage, plus bas que soit le l'antérieur. bord Donc, vous droit aurez du une cœur, quantité quand même. voilà, bon, je vous ai dit la coupole diaphragmatique, là, comme vous allez l'interpréter, vous allez dire que le cul de sac, elle est non rétractile, gauche et carrément si on est devant une opacité dense, homogène et qu'elle soit rétractile, là, on va évoquer beaucoup d'un épanchement de petit. Pour cette radio, en haut, c'est un épanchement de moyenne abondance. Alors, comment vous allez l'interpréter? Vous allez dire, bien sûr, il faut se localiser, vous allez dire au niveau du champ pulmonaire gauche, on note dans sa partie inférieure la présence, je ne sais pas si vous voyez la petite souris, alors, d'une opacité dense, homogène. Donc, après ça, c'est ses limites. À limite externe à la paroi, à limite interne noyée dans le médiastin et effaçant le bord gauche du cœur. Cette opacité efface la coupole diaphragmatique et les deux cul-de-sac costodiaphragmatique et cardiophrénique. Et à limite supérieure, c'est ce qu'on appelle la ligne bordante ou la ligne qui est concave. C'est la ligne de damoiseau. En bas, c'est lorsque vous êtes devant un épanchement de grande abondance. Alors déjà, vous voyez que l'opacité, elle occupe tous les mi-thorax gauche. Elle efface toutes ses limites, à savoir à limite supérieure externe et externe à la paroi, à limite interne noyée dans le médiastin et l'effaçant, à limite inférieure effaçant la coupole diaphragmatique et les deux cul-de-sac. Autre particularité de cette opacité, qui est cette opacité, elle refoule la trachée. C'est-à-dire, elle est déviée vers le poumon contralatéral. Alors, si vous avez une opacité qui occupe tout un hémithorax et qu'elle attire, on va parler d'une atélectasie. Si il s'agit d'une opacité qui occupe tout un hémithorax et qu'elle refoule, c'est le cas de la pleurésie. Si vous avez une opacité qui occupe l'hémithorax et que la trachée, elle n'est ni attirée ni refoulée, on va dire, elle reste en place, là, c'est l'association. C'est-à-dire atélectasie et une pleurésie. Autre chose qu'il faudrait, j'insiste sur ça, c'est de voir est-ce que votre cul-de-sac est effacé ou pas. Si votre cul-de-sac est effacé, tant mieux. C'est une pleurésie, vous pouvez faire une ponction le plus normalement possible. Par contre, si vous voyez que votre cul-de-sac, il reste quand même visible, il peut s'agir d'un kyste hydatique géant. Donc, ça va donner une opacité qui occupe tout un hémithorax, qui refoule la trachée, mais le cul-de-sac reste visible. Là, dans le doute, il faut demander une écho, voire une échographie thoracique, voire une TDM thoracique pour faire la part des choses. Il ne faut pas se précipiter à faire une ponction pleurale et de rompre ce kyste hydatique et vous allez donner, ça va entraîner la mort. Alors, dans certains cas, vous pouvez avoir des épanchements, ce qu'on appelle enkystés. C'est-à-dire, ils sont localisés au niveau d'une scissure. Alors, sur la face, ça peut porter confusion avec une atteinte parenchymateuse. Mais lorsque vous allez faire, c'est ce que vous voyez sur la droite, vous allez faire une radio de profil, vous allez avoir cette image lenticulaire. C'est-à-dire, elle ressemble à une lentille. Donc, alors, elle ressemble à une ligne au départ. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Alors, elle ressemble à une ligne au départ. Puis, elle va s'ouvrir là où il y a l'épanchement intercissural et elle va se refermer. Là, c'est un signe pathognomonique que vous allez retrouver sur la radio de profil. Alors, je vous ai dit, dans certaines situations, on pourra faire d'autres examens paracliniques. Par exemple, vous pouvez demander une radiographie de profil et en décubitus latéral si vous êtes devant un épanchement de petite abondance ou carrément l'épanchement intercissural. Dans le doute extrême, vous pouvez demander une échographie. Alors, la chose qu'il ne faudrait pas faire
pendant la phase aiguë, c'est de réaliser une TDM thoracique. Alors la TDM thoracique, il est préférable de la demander, sauf si vous suspectez ou si vous êtes dans le cadre de l'urgence et que vous suspectez soit une embolie pulmonaire, soit un hémothorax. Dans les autres cas, elle n'est pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence à faire une TDM thoracique. Donc il faudrait rechercher l'étiologie de cet épanchement, ou si vous suspectez une néoplasie sous-jacente, c'est-à-dire au-dessous de cet épanchement, le jour où le malade va faire sa TDM thoracique, vous allez faire une ponction évacuatrice et l'envoyer vers une TDM thoracique. Et c'est ce que vous voyez avec une flèche rouge ici, c'est l'épanchement pleural qui siège à gauche. Alors, vous avez suspecté sur la clinique la présence d'un épanchement pleural, confirmé, on va dire, plus ou moins par l'examen physique, vous allez retrouver la triade. Vous avez fait votre radiographie du thorax, donc il s'agit bel et bien d'un épanchement, donc vous allez explorer. Donc, il se peut que jusque-là, vous ne savez pas l'aspect de votre liquide. Donc, vous avez l'exploration de la plèvre. La chose la plus simple, c'est de faire une ponction pleurale. Alors, le malade va se mettre en position demi-assise. Ce que vous allez faire, que ce soit pour la ponction, que ce soit pour la biopsie, vous allez raser le bord supérieur de la côte inférieure. Pourquoi? C'est pour éviter le paquet vasculo-nerveux qui est en haut et qui est un petit peu en bas. Parce que si vous allez ponctionner à cet endroit-là, vous allez retirer un liquide qui va ressembler à du sang et qui va se coaguler. Donc, ça fait beaucoup plus une ponction traumatique et non pas une pleurésie hémorragique. Alors, vous allez retirer un liquide. Alors, ce qui nous intéresse dans notre cours, c'est ce que vous allez retirer un liquide qui peut être séro-hématique ou hémorragique ou tout simplement un petit peu rosé. Alors, rosé, hémorragique, ça dépendra de la concentration des globules rouges à l'intérieur de ce liquide pleural. Donc, si vous avez une quantité de globules rouges ou une concentration de globules rouges comprise entre 5000 et 6000, vous aurez un aspect qui sera rosé. Au-delà de 10 000, il sera séro-hématique et il sera franchement sanglant au-delà de 100 000. Le critère, on insiste sur ça, c'est la coagulabilité de ce liquide. À la biochimie, vous allez demander les protides pleuraux, c'est ce qu'on appelle la protidopleurie, et le taux de LDH. Pour la protidopleurie, vous allez la retrouver supérieure à 30 grammes par litre. La cytologie, donc vous allez demander une étude cytologique du liquide pleural. Les éosinophiles sont souvent abondants dans ce liquide dans les pleurésies hémorragiques, de même que les cellules mésothéliales. Mais quel que soit le type de cellularité que vous allez retrouver, ça ne peut pas vous orienter, on va dire, vers le diagnostic de certitude vers telle ou telle étiologie. Donc, la cellularité, c'est beaucoup plus la biopsie pleurale. Alors, l'étude cytologique est surtout intéressante pour la recherche d'une malignes. Alors, vous allez faire votre cytologie et qu'on vous répondra présence de cellules malignes, là, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour votre diagnostic éventuellement, car la sensibilité, quand même, elle est de l'ordre de 40%. Il faut faire également une analyse bactériologique à la recherche de germes pyogènes habituels, à l'examen direct et culture sur un milieu aérobie et anaérobie, et également la recherche de mycobactéries, telles que le Mycobacterium tuberculosis, également à l'examen direct et à la culture. Comment va se faire l'orientation diagnostique? Eh bien, elle se fera à l'aide d'une biopsie pleurale qui sera réalisée à l'aveugle par voie transcutanée. Elle doit être pratiquée systématiquement, sauf si vous êtes devant un syndrome hémorragique, donc contre-indiqué, ou de prise d'anticoagulants, ou d'un état grabataire du patient. C'est la même démarche que la ponction pleurale. Vous allez raser le bord supérieur de la côte inférieure. Lorsque vous allez introduire votre aiguille d'Abrahams, bien sûr, vous allez l'introduire au niveau de la cavité pleurale. C'est là où vous allez retirer du liquide. C'est un liquide qui sera hémorragique.
c'est le cas de notre cours, mais c'est pas là où vous allez faire votre biopsie pleurale. Donc, vous allez retirer un petit peu votre pince jusqu'à vous aurez à retirer quelques gouttes de liquide. Là, vous êtes sûr que vous êtes au niveau du feuillet pariétal et c'est là, par les mouvements, on va dire, de guillotinage, c'est là où vous allez faire votre biopsie pleurale. Alors, d'autres examens, vous pouvez les faire ou les demander éventuellement, notamment la fibroscopie bronchique. Elle est indiquée lorsque l'origine de la pleurésie hémorragique est indéterminée, à la recherche de quoi? Bien sûr, d'une tumeur bronchique, surtout si on est devant un sujet fumeur au-delà de 40 ans. La thoracoscopie, elle est indiquée lorsque le bilan précédent, c'est-à-dire la fibroscopie, n'a pas pu déterminer l'étiologie de cette pleurésie, et si cette dernière persiste et devient chronique. Elle permet, c'est ça l'avantage de cette thoracoscopie, c'est de voir les lésions et de faire, contrairement à la biopsie pleurale qui est une biopsie à l'aveugle, là on va faire des biopsies dirigées. Donc sa sensibilité, elle est très élevée. La thoracotomie, elle est de dernier recours. Alors, les étiologies, la première étiologie, c'est bien sûr la tuberculose. La tuberculose, qu'il s'agisse d'atteinte pulmonaire, vous allez penser à la tuberculose. S'il s'agit d'une atteinte pleurale, également, il faut penser à la tuberculose parce qu'on est en zone d'endémie tuberculose. Alors, les pleurésies tuberculeuses, heureusement, elles sont exceptionnellement hémorragiques. Donc, plus souvent, on les retrouve pleurésie sérofibrineuse. L'évolution, là, elle est plus lente que la PCF tuberculeuse. Le liquide est plus abondant, mais malheureusement, les séquelles sont plus importantes. L'IDR n'est pas pathognomonique, donc vous pouvez la retrouver négative. Donc, et si vous la retrouvez négative, ça n'élimine pas votre diagnostic. Donc, votre diagnostic va reposer sur la biopsie pleurale à l'aiguille. Deuxièmement, ce sont les pleurésies hémorragiques infectieuses. Notamment, le germe le plus souvent incriminé, c'est les Klebsiella, qui donne un épanchement hémorragique. L'infarctus cortico-pleural, on le voit quand? C'est suite à une embolie pulmonaire distale chez un patient, le plus souvent qui a un terrain sous-jacent, à savoir un alitement prolongé, une immobilisation. Le liquide, il est très inflammatoire. Vous allez retrouver une cellularité mésothéliale assez importante avec des cellules avec des macrophages. Et là, le diagnostic, c'est pour ça on a dit la TDM n'est pas contributive, sauf si on est devant une suspicion de quelque chose d'urgent, tel que l'embolie pulmonaire ou l'hémothorax. Donc, le diagnostic de cet infarctus cortico-pleural va être confirmé par une angiographie pulmonaire ou un angioscan. Là, c'était beaucoup plus les étiologies, on va dire, infectieuses et les étiologies bénignes. Il existe malheureusement des étiologies malignes et je vous ai dit au départ, plus on va dans l'âge, plus les étiologies malignes sont plus fréquentes. Premièrement, ce sont les cancers secondaires, qu'il s'agisse d'un cancer pulmonaire ou extrapulmonaire qui va métastaser au niveau de la plèvre et qui va donner soit un épanchement pleural sérofibrineux ou tout simplement un épanchement sérohématique. Et surtout pour les cancers secondaires, ça donne surtout des épanchements sérohématiques ou hématiques. Alors, les épanchements métastatiques sont la cause la plus fréquente des pleurésies hémorragiques. Les tumeurs les plus souvent associées à cet épanchement sont le cancer bronchique, le cancer du sein, du tube digestif, de la sphère ORL et les lymphomes, notamment le lymphome hodgkinien, qui peuvent donner un épanchement hémorragique. La caractéristique, beaucoup plus, elle est clinique. Vous allez retrouver une altération progressive de l'état général et surtout le caractère récidivant de cet épanchement pleural. Alors l'IDR négatif, tout simplement. La biopsie pleurale est le plus souvent positive.
On va dire l'étiologie la plus fréquente et la plus retrouvée en dehors des cancers secondaires, c'est bien le mésothélium. Alors, le mésothélium, c'est une tumeur primitive de la plèvre, c'est-à-dire une tumeur maligne, non pas bénigne, tumeur maligne primitive de la plèvre. Alors déjà, lorsque vous allez faire votre interrogatoire, il y a la notion d'exposition professionnelle à l'amiante. Donc, il faudrait préciser également par cet interrogatoire toutes les professions exercées par le patient, donc faire un calendrier professionnel, car le temps de latence, c'est pas parce qu'il a arrêté, ça fait 10 ans qu'il faudrait pas suspecter le mésothélium, car le temps de latence est quand même très lent, 20 à 30 ans. Alors, les signes cliniques, c'est pour ça que je vous ai dit, parmi les signes cliniques, les douleurs thoraciques, elles peuvent être intenses dans certaines pathologies, notamment le mésothélium. Donc, la douleur thoracique qui peut être intense dès le début, associée bien sûr à une altération progressive de l'état général et la dyspnée, ça dépendra de l'abondance de cet épanchement. L'autre caractéristique, c'est l'apparition de métastases cutanées sur le trajet de la ponction. Par exemple, si vous allez faire votre ponction aujourd'hui, dans 2-3 jours, vous allez retrouver de petites nodulations qui vont apparaître en sous-cutané, sur la peau. Ça témoigne qu'il s'agit de petites métastases cutanées. Donc, on les voit sur le trajet de la ponction ou éventuellement de la biopsie et c'est très évocateur du mésothélium. Alors, sur la radiographie, vous allez retrouver ce qu'on appelle un aspect caractéristique. C'est un aspect mamelonné de la plèvre. C'est ce qu'on appelle un aspect festonné également. Le liquide pleural, il est récidivant. Vous allez enlever aujourd'hui 1 litre. Demain, vous pouvez enlever 1,5 litre ou si ce n'est pas plus. Il est riche en acide hyaluronique. Et le diagnostic, il est souvent obtenu par thoracoscopie et par cette technique, ça va donner, on va avoir un intérêt médico-légal parce que c'est une maladie professionnelle qui se répare. Alors, je vous ai montré sur cette radio. Alors, d'abord sur la radiographie du thorax, c'est ce que je vous ai dit, l'aspect festonné, c'est-à-dire un aspect ondulé de votre plèvre. Donc, ça n'a pas l'aspect régulier. Donc, c'est des festons. C'est l'aspect mamelonné. Et cet aspect mamelonné, il est dû à quoi? Il est dû à ces petites nodulations. Donc, ces petits, on va dire, ces excroissances qu'on va les retrouver au niveau de la plèvre pariétale. Et on peut les retrouver même sur le trajet, je vous ai dit, de la ponction pleurale ou de la biopsie pleurale. Alors, pour le traitement, je ne vais pas trop m'étaler sur le traitement parce que le traitement dépendra de l'étiologie. Alors, si vous êtes devant les pleurésies hémorragiques néoplasiques, le traitement oncologique, c'est bien sûr la chimiothérapie. Si on est au-dessous de toute thérapeutique, donc ça va être un traitement palliatif. Donc, il faudrait lutter contre la douleur, habituellement par l'usage d'antalgiques morphiniques, empêcher la récidive du liquide. Par quoi? Par une symphyse pleurale chimique au talc. C'est-à-dire, il faudrait, à travers cette symphyse, donc on va coller le feuillet pariétal au feuillet viscéral pour éviter la récidive de cet épanchement. Quant aux pleurésies hémorragiques tuberculeuses, puisqu'il s'agit d'une atteinte pleurale, donc ça va être une trithérapie. Mais s'il s'agit d'une atteinte pleurale associée à une atteinte parenchymateuse, donc vous aurez à donner une quadrithérapie. Donc le traitement bacillaire, donc vous allez donner 2 mois de rifampicine d'isoniazide de pyrazinamide avec 4 mois d'entretien de rifampicine et d'isoniazide. Il faudrait faire une évacuation soigneuse de l'épanchement, car la résorption du sang est incomplète